bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. En fait, je le sais, on s'est parlé cet après-midi. Voilà, mais il faut pas le dire, ce sont les secrets des coulisses. Tout à fait. Ne faites pas attention aux mecs derrière le rideau, tout ça, tout ça. Mais C'est le oui, chat. oui, bien sûr, je vais très bien. Comme je te disais, je suis prête à deviser en bonne compagnie sur cet événement dont tu as décrit à nos auditeurs, l'entretien radiophonique que j'ai accordé il y a quoi, il y a de ça maintenant Ça fait un 2 semaines. petit mois et qui est Ah oui, c'est vrai, disponible oui. à la rediffusion pour les intéressés. C'est vrai, Et c'est qui vrai. donc Est-ce que tu peux mettre dans le clavardage le lien, parce que tu feras ça plus promptement que moi. Si tu peux mettre dans le clavardage le lien pour les auditeurs, ce serait parfait, comme ça ceux qui alors, voudront aller le ouais, voir. je vais essayer de me débrouiller avec ça. Je vais essayer de le rechercher parce que Et je vous en conseille l'écoute, les amis, parce que vous verrez comment un auteur de talent, qui plus est, arrive mal à parler de son sujet alors qu'il ou elle le maîtrise parfaitement dans le cadre d'une émission de radio ou de télévision. C'est assez épatant de voir ça. À la fois, bah, tu peux passer par moi ou oui, passe par moi, je lui ferai suivre les messages avec grand plaisir. Je sais que madame est amatrice des livres de chez Camion Noir et de ton livre en particulier. Avec grand plaisir, t'inquiète. Et voilà, je vous conseille l'écoute de cette émission parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu Nico passer à l'époque, je sais plus si c'était l'heure du crime ou un truc comme ça, plus deux trois personnes dans d'autres circonstances parler de sujets assez pointus. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Alors lors du crime c'était un peu différent parce qu'on était là pour parler effectivement d'affaires criminelles, etc. Mais enfin, il fallait faire de la vulgarisation autant que possible. Là on était quand même plus dans une émission de divertissement, mais je vais te laisser après nous raconter ton ressenti par rapport à ça, par rapport aux différentes interventions aussi, et puis on continuera peut-être après à parler du sujet en lui-même, à travers ce que tu as pu toi en ressentir aux sorties de la maison de la radio. Ah, tu ne peux pas mettre de lien, d'accord. Est-ce que tu peux me les envoyer sur je 10? pense que parce que je pensais avoir si là pour moi c'est Ouais, passé le c'est lien. passé, ouais, mais C'est en le fait, lien. il apparaît pas sur le clavardage parce que tu Ah. n'es pas administratrice. Bon, écoute, est-ce que tu Bon, peux... sinon la Oui, référence est facilement trouvable. Il y a mon Instagram aussi. Il y a encore la oui, ben référence de voilà, l'émission. parfait. Vous allez sur l'insta de Viola, ou sinon je mettrai les liens moi-même. Je sais plus où je les ai mis. Alors attendez, vous avez de la chance, hein, quand même. Non mais après vous direz ouais, tout ça, parce que je vous entends des fois. Allez, maintenant je vais vous mettre les alertes. Alors attendez. Je l'avais noté quelque part. Je vous le mets et après on va attaquer parce que là on tourne autour du pot et puis ça sert à rien en plus. Le voilà. Beat around the bush. Alors, est-ce que ça passe avec moi? Est-ce que ça passe? Est-ce que le lien passe? Dites-moi si vous voyez le lien. Ouais. Voilà, c'est passé. Merci Alexandre. Mais je t'en C'est prie. fort gentil. Ah, avec grand Une plaisir. communicante exécrable. Serviteur, comme on dit. Voilà, voilà. Bon, eh bien, bah, écoute, je vais te tendre le relais un petit peu. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu dans quelles circonstances on t'a contacté, comment ça s'est passé, quelles étaient tes attentes, et puis bah, quelles sont tes conclusions d'un tel exercice, si tant est que tu aies pu en déduire quelques. Je te laisse la parole, vas-y, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est, je pense, déjà en termes d'actualité, il y a eu, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, l'affaire Lelandais qui a suscité un intérêt certain pour le phénomène d'hybristophilie. Et ça fait déjà, on va dire, quelques mois maintenant que la presse la moins spécialisée possible s'attaque au sujet. Je parle là de la presse française, on va la distinguer de la presse états-unienne parce qu'il y a quand même un certain nombre de différences. Et eh bien, il se trouve que l'équipe donc du journaliste Mathieu Noël, qui travaille pour France Inter, entre autres, hein, qui a aussi fait de la télévision, bon, c'est un domaine que je connais très très mal,
Son équipe m'a contactée parce que ça leur a semblé être à la fois un sujet d'actualité et également très adapté à leur émission, qui a l'originalité de se constituer toujours autour d'un terme, un terme plus ou moins nouveau, ou en tout cas quelque chose. Alors ça peut aller, ce sont des thématiques sociales, des thématiques politiques, ça peut. Alors qu'est-ce que j'ai vu passer? J'ai vu passer le terme de misandrie, par exemple, avec l'auteur Pauline Armange, qui est venue parler de son bouquin. Alors, le terme en lui-même n'est pas un terme de nouveau, mais c'est une construction plutôt récente et surtout, on en parle davantage au cours des actualités en rapport avec ces questions. C'est vrai. Et dans un premier temps, déjà, je trouve intéressant que son équipe m'ait contacté, attendu que c'est mon premier ouvrage, que je ne suis pas forcément la première trouvaille qu'on fait sur Internet, j'imagine, quand on cherche la thématique hybristophilie. Donc là, je les en remercie. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils ont à cœur de faire, apparemment, parce qu'on en a discuté un peu. Et la journaliste, donc, pendant les entretiens préparatoires, me disait, nous, on aime bien justement avoir des auteurs qui sortent un petit peu. On ne veut pas uniquement des gens de chez du Seuil ou de chez Grasset. Oui, donc ça, oui, c'est tout à leur honneur. Tout à fait. Voilà. Après, il faut savoir que moi, le concept de l'émission m'était inconnu. Et donc, j'ai d'abord consacré un petit moment après avoir été contactée pour déjà me familiariser avec le format. Et effectivement, j'ai eu une réaction d'étonnement parce que d'une part, je suis plutôt éloignée, je dois le dire, du monde, comme tu le décrivais, du monde des médias, on va dire mainstream pour simplifier, quoi. Et d'autre part, parce qu'il y avait dès le départ ce côté dont on va certainement reparler, ce côté délibérément humoristique du traitement de tous leurs sujets. Alors ça peut donner des choses assez cocasses, comme par exemple quand ils ont été chargés d'expliquer le terme de charge raciale. Je me souviens de celui-ci. Donc il y a une auteure qui a été invitée pour parler de son livre qu'elle avait écrit sur le sujet des discriminations, des micro-agressions et de toutes les difficultés qu'il peut y avoir à être une personne racisée. Et puis, le concept de l'émission étant ce qu'il est, il faut faire de la galéjade et de l'humour sur des thématiques qui sont parfois assez lourdes. Mais si tu veux, le fait qu'il y ait déjà eu... J'ai observé un peu les thématiques. C'est ce qui m'a décidé à faire l'émission. C'est pas tant pour le concept, c'est avant tout, quoi que le concept est intéressant, prendre un mot, s'amuser un petit peu autour, essayer de le définir, inviter une personne, bon, c'est pas inintéressant. Et surtout, c'est la diversité des invités que j'ai pu voir. J'ai eu notamment la philosophe Julia de Funès, qui avait fait une très bonne émission. Au final, j'ai jugé que ça dépendait vraiment de la thématique de l'invité, en tout cas que c'était pas du tout dépourvu d'intérêt comme approche, et surtout, on va dire que j'étais prévenue, j'ai accepté en connaissance de cause, en étant bien consciente qu'il s'agirait de faire de la vulgarisation, qu'évidemment j'allais certainement être frustrée puisque j'ai consacré un bouquin de... Alors j'ai plus le nombre de pages exact, mais enfin on est disons 400 pages. À la cuillère. Voilà, on est sur du 400 pages. Ouais. Et là, effectivement, pendant les entretiens préparatoires, c'est assez drôle parce que je crois que la journaliste s'attendait un petit peu à ça. Elle me disait, faut compter que le temps de parole, l'émission dure 1 heure, le temps de parole, elle me le découpait en disant, il y a les interventions de tel humoriste, ensuite il y aura un micro-trottoir, ensuite il y aura une petite partie. Donc au final, votre temps de parole en tant qu'auteur sera d'environ 30 minutes à tout casser, et puis il faudra l'exploiter au mieux, en sachant que vous allez être confronté à des questions très très naïves et qui ne sont pas du tout à la mesure de la profondeur que vous avez sûrement dû mettre dans toutes les recherches. Donc, si tu veux, là, l'honnêteté et le fait... elle avait très bien conscience de la chose. Et moi, ça m'a permis également de me dire d'avance, OK, je vais certainement sortir de là avec, tu sais, l'impression d'être en train d'exploser tellement tu as envie de dire beaucoup de choses et puis ton temps est limité. Et je crois que ça a dû se ressentir. En tout cas, j'ai eu des retours d'amis qui m'ont dit, sur la fin, on sentait que le fait d'être interrompu constamment avait pu te frustrer un petit peu, quoi. Ce qui était... tout à fait. Voilà, c'était prévisible, Et enfin, je dirais que ça nous amène vraiment au cœur de notre sujet de ce soir. C'est qu'au final, j'ai trouvé intéressant cette occasion de m'exprimer dans un média le plus
le, le moins spécialisé possible, C'est justement, ça, avec ouais. cette idée de vulgarisation, parce que d'une part, bon, très, très franchement, j'en suis honorée, hein, qui suis-je pour prendre de grands airs? Au contraire, je trouve très tout à leur honneur, comme je disais, de faire place à quelqu'un qui effectivement ne sort pas de l'écurie du seuil ou qui n'est pas voilà, déjà passé dans une émission grand public sur ce thème-là. Bon, ça c'est très bien. Mais surtout, je me suis dit, ben, on est quelque part dans une partie du traitement médiatique dont je parle à plusieurs reprises dans mon livre, en particulier dans le chapitre 4, appelé Opprobre, Mhm. qui laisse quand même une grande partie au traitement médiatique et à cette culture qu'on avait un petit peu abordée la dernière fois, la culture tabloïd. Et c'est justement de ce Pardon. chapitre qu'on n'avait pas eu le temps de parler la dernière fois, et dont je voulais Voilà. qu'on parle pour la partie 3, donc on va faire aujourd'hui, et ça tombe vraiment à point que tu sois passé dans cette émission. Ça va nous permettre d'en parler un peu plus avant. Je te laisse. Non, non, mais voilà, c'était exactement ça. Bonsoir Je me là. souviens bien que nous étions un petit peu restés sur sur cette partie, et puis on va dire, c'est une synchronicité, l'histoire de Nordal Lelandais qui se passe en France, mais on aurait également pu avoir le phénomène en lien avec l'affaire Fourniret-Olivier, qui Hmm. comporte également une part justement de cette hybristophilie ou de cette influence, de cette espèce d'alchimie à deux qui fait un cocktail délétère, comme je le dis dans mon bouquin. Ce sont les flots de sang mélangés à de l'eau de rose. Ça, c'est quelque chose, le public en est extrêmement friand, et on peut difficilement le blâmer, parce que l'effet de contraste poussé au maximum répond à la demande du public, et en particulier du public du genre tabloïd. Et ça, sociologiquement, c'est quelque chose qui a été étudié par des auteurs bien plus doctes, bien plus spécialisés que moi, notamment Kevin Glynn, que je cite dans mon ouvrage, et qui répertorie les ingrédients nécessaires à faire une bonne émission de trash TV ou de télé-poubelle. Avec la somme des ingrédients qu'il réunit, pour moi, correspond vraiment au cocktail de la romance hybristophile. C'est la perte de contrôle sur les événements, c'est l'outrance, c'est vraiment une culture presque je dirais, c'est des personnes qui ont été dans une sorte d'arène, quoi, livrées Tout à à un fait. public. Je pense à des talk shows comme le fameux talk show de Geraldo Rivera, qui est Hmm. emblématique en la matière. Et c'est un phénomène dont on peut discuter, parce que il est à la fois éloigné de la culture française, et en même temps, il répond quand même à un instinct qui est humain, au-delà des frontières. Il y a une analyse immédiate qu'on peut faire quand on assiste à ce genre d'émission, soit en tant qu'invité, soit en tant que spectateur ou qu'auditeur. Cette espèce de rapprochement qu'on peut faire avec le spectateur novice d'un film d'horreur ou d'une musique extrême ou de quelque chose qui va apporter un décalage par rapport à l'habitude culturelle ou artistique qu'on peut avoir par les médias de masse ou par une activité familiale réduite dans le domaine de l'innovation, et qui est souvent une espèce de rire gêné ou de blague. Je me souviens, étant plus jeune, avoir montré mes cassettes vidéo les plus horribles à mes condisciples des Beaux-Arts, notamment des films comme Nécromantique ou des choses comme ça, et qui moi me fascinaient en tant qu'objet artistique, et qui causaient souvent des rires nerveux, des choses un peu comment dire, à l'inverse de ce qu'aurait dû être la réaction, c'est-à-dire oh mais c'est n'importe quoi, mais voilà. Et ce genre de rire gêné, un peu comme quand on emmène, pardon pour l'anecdote, mais je sais que c'était très bête, mais c'est comme ça. On a tous été jeunes. Quand j'amenais mes amis étant adolescents dans des cimetières pour faire des bêtises la nuit, bah souvent ils me suivaient un peu du bout des pieds en disant ah ça va être chouette, mais on va faire quoi exactement là-bas. Et justement cette espèce de rire gêné que l'on ressent parfois, et que j'ai ressenti dans l'émission où tu étais invité, où on sentait que le Oui. sujet était très embarrassant et qu'on n'allait pas tellement savoir comment le traiter, qu'on savait pas de quoi on allait parler. On avait peut-être lu, enfin je parle des journalistes, hein, ils avaient peut-être lu 2-3 choses comme ça en passant, en diagonale, lecture rapide, salut
Jamil Graham, et ils étaient un peu perdus, et au lieu de demander, au lieu de poser des questions, au lieu de s'intéresser, au lieu de devenir le spécialiste que tout le monde veut être en regardant de la vulga, se devenir ce spécialiste pendant 10 minutes, hein, c'est ce dont on parlait à 2 heures là cet après-midi, j'ai eu l'impression, tu vois, c'est l'impression immédiate que j'ai eue, c'est-à-dire que on a tout de suite ce réflexe de se réfugier dans une espèce de rire narquois pour se protéger, soit derrière sa peur, soit derrière son ignorance, soit les deux, puisque l'un entraîne souvent l'autre. Est-ce que toi, t'as ressenti ça aussi? Oui, tout à fait. C'est Salut quelque frérot. chose qui est une vertu, je dirais. J'aime bien le terme apotropaïque, Mhm. qui est très joli, qui signifie quelque chose qui est chargé de vertus conjuratoires. Et pour moi, le rire est apotropaïque au possible. C'est une réaction, comme tu le dis, on a cette caricature de siffloter en passant devant un cimetière, c'est tout à fait ça. C'est une façon de mettre à distance, et puis il ne faut pas oublier non plus que là, je relis actuellement un très bon ouvrage sur la psychologie du crime qui souligne bien que le phénomène criminel dans son ensemble, déjà, est d'une essence dramatique. Dramatique, ce qui nous renvoie vraiment au théâtre, à la catharsis. Donc le théâtre, la catharsis, le concept date, c'est aristotélicien, donc c'est vraiment l'idée de purge émotionnelle qui peut passer aussi bien par la comédie avec le masque hilar que par l'horreur et la tragédie, le chagrin, la pitié, tout ça. Ce sont deux émotions qui sont extrêmement liées et qui, dans les deux cas, ont pour but de purger un petit peu cet indicible qu'apporte la dimension du meurtre, quoi, l'espèce de mur vers lequel le conscient se heurte. Et l'auteur que je te citais parle bien du fait que ça intéresse l'humanité entière. Donc on est au-delà des éventuelles fractures culturelles, bien que celles-ci existent, hein, comme on va peut-être en parler par rapport aux États-Unis, à la France. Mais ça intéresse l'humanité entière, les savants, les hommes de loi, et il souligne bien jusqu'aux foules. Et cette idée de foule, de foule spectatrice, ça nous ramène aux spectateurs d'exécution à partir du moment où un meurtre est dit dans la psyché collective. Il entre dans la psyché collective, si tu veux, il a une charge, et nous avons le média, la presse, qui est, je parle dans mon bouquin d'un métabolisme social, d'un rôle de métabolisme social. La presse, une espèce d'organe de digestion. Et la façon, le traitement réservé à certaines thématiques par la presse la plus mainstream est révélatrice d'une mentalité, elle est révélatrice d'un besoin, effectivement, de ce besoin de conjurer qui se retrouve. Il y a une demande. Et d'une autre part, je voudrais dire aussi que c'est quelque chose qui peut soulever des questions intéressantes dans la mesure où, par le biais de la plaisanterie, tu vois, je ne sais pas, alors à la fin de l'émission, il y avait l'intervention d'une jeune femme qui est bien humoriste, je crois qu'on peut la Tout à fait. définir comme ça. Hein, C'est France Inter, en même temps, c'est compliqué parfois de le définir. Ouais, c'est un petit peu compliqué, voilà, mais alors j'ai cru comprendre que son domaine à elle, ses interventions à elle, étaient vraiment plutôt du domaine de l'humour, et qu'elle essayait, peut-être qu'elle fait du stand-up aussi, je ne sais pas trop, mais c'est donc Rosa Burstein. Et je dois dire que j'avais déjà entendu quelques-unes de ses interventions par rapport au segment d'émission que j'avais écouté, donc de cette émission-là, Zoom Zoom Zen. J'avais entendu, et je m'étais bien rendu compte que parfois l'exercice pouvait être périlleux, parce qu'elle est amenée à, on va dire, à plaisanter presque par obligation, puisqu'elle est en charge du segment humour. Elle n'est pas en charge du micro-trottoir, elle est en charge vraiment de la section humour. Donc, si tu veux, elle a une thématique, on lui fout la charge raciale sur les bras, elle est obligée de se débrouiller à faire de l'humour là-dessus. Ça peut être un peu plus simple sur d'autres thématiques, mais là, l'hybristophilie, c'est casse-gueule, la charge raciale, c'est casse-gueule, la misandrie, peut-être bien aussi, enfin... Oui. Et j'ai trouvé que son segment, en l'occurrence, avait quelque part... Enfin, pour moi, au-delà de la partie humoristique, il avait quelque chose de tout à fait sérieux, et dont effectivement j'aurais même pu développer là-dessus, parce qu'elle évoquait l'attrait pour le bad boy. Elle faisait une sorte de comparaison, là encore caricaturale, parce qu'on était dans l'esprit du sketch, mais elle comparait l'hybristophilie avec ses années de lycée dans lesquelles, alors je ne sais pas si jusqu'où c'est vrai, jusqu'où c'est autobiographique, ça c'est quelque chose voilà, d'anecdotique, mais elle avait quand même elle a fait ce lien qui pour moi n'est pas dénué d'intérêt, parce qu'effectivement il y a quelque chose de ça.
il y a quelque chose de ça dans l'attrait Mais bien de... sûr, on en avait parlé même dans les deux premières parties. En effet, oui. C'est intrinsèquement imbriqué avec tout le sujet de ton livre. Je veux dire, l'attrait, que ce soit l'attrait pour le mal, l'attrait pour le bad boy, l'attrait pour l'interdit, l'attrait pour les choses qui font mal, l'attrait pour les choses qui vont nous mener vers notre perte. Tu sais, aller à l'encontre des conseils de sa grand-mère qui, on le sait, a pourtant raison. On est complètement là-dedans, et c'est vrai que moi aussi j'ai ressenti un peu ça dans les paroles de son intervention, et dans certains commentaires. Ensuite j'ai vu sous les anciennes vidéos certains commentaires qui remontaient et qui allaient un peu dans ce sens-là aussi. Alors bien sûr, toujours en se drapant, comme on en a déjà parlé, de cette probité morale, en disant attention, pas moi, mais je peux comprendre parce que moi aussi, quand j'étais au collège, j'étais amoureux du mec qui avait une boucle d'oreille, etc., etc. On est un peu dans cette approche aussi un peu comparative de pourquoi la dame a eu un bébé avec le Hollandais, parce que c'était vraiment la base de tout. Et c'est moi aussi des questions qu'on m'a posées très souvent. On arrive à mettre en relation sa propre adolescence, sa propre enfance, sa propre existence, même parfois avec cet attrait pour l'interdit. Mais encore une fois, il faut que ça reste dans le domaine de l'acceptable par le média mainstream, sachant que France Inter, c'est une maison que je connais bien, puisque ma maman y a travaillé quelques années, et je sais que c'est une maison dans laquelle on aime bien parler au plus grand nombre et dans laquelle on n'aime pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la morale. Et c'est vrai, son explication, son sketch et ses comparaisons étaient tout à fait crédibles et plausibles. Alors est-ce que c'était, comme tu dis, vrai ou pas, j'en sais rien. En tout cas, elle a permis aux auditeurs, de se placer dans une position confortable par rapport à ce qu'ils avaient vécu, tout en leur donnant une clé de compréhension. C'est comme ça que je l'ai compris. Ah oui, oui, bah je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Oui, c'est effectivement comme ça que je l'ai ressenti également. Mais ensuite, je dirais que c'est ça peut-être le cœur de la frustration, c'est d'être empêché d'aller plus loin sur des thématiques au-delà du rire. Tu vois, c'est à la rigueur, le rire, comme je t'ai dit, qu'il ait une fonction conjuratoire ou simplement que l'on fasse preuve d'un... Ça arrive également hein, d'avoir juste un calembour qui tombe à pic et Oui, bien sûr. tu le sais, tu, J'aime tu- bien. J'aime je bien pense que je prêche l'exercice. un Oui. converti, mais on est bien d'accord qu'ensuite, la thématique reprend et puis on peut creuser un petit peu ces questions. Or là, on en est empêché. On dirait que la thématique s'arrête à la plaisanterie, si tu veux. Nous avons une chute, le sketch se termine C'est ça. et voilà, c'est l'auditeur ensuite qui décide ou non d'aller plus loin. Et tout le but de mon exercice à moi était éventuellement d'ouvrir peut-être déjà l'esprit de certains qui auraient été complètement fermés à cette seule idée ou qui avaient des préjugés tels que ceux qu'on a déjà pu énumérer, donc du genre non mais toutes ces nanas sont dingues ou alors elles s'illusionnent parce qu'elles pensent qu'elles veulent changer le criminel. Ça c'est quelque chose qui revient Oui, c'est énormément. ça. Ça, c'est la marotte en Voilà, général. en fait, voilà, c'est toujours essayer de donner une explication générale. Et dans le rire, peut-être qu'il y a un aveu d'impuissance aussi. C'est-à-dire que dans le rire ou dans la stupéfaction muette, il y a peut-être un peu cet aveu d'impuissance par rapport à la réponse. J'ai ce sentiment de vouloir une réponse définitive. Le Mhm. préjugé est là pour ça. Le préjugé est là pour faire un énorme raccourci, pour permettre ce confort mental de se dire ah ben c'est pour ça. Voilà, elles ont un problème avec papa et puis c'est pour ça Tout qu'elles à fait. C'est épousent. pour ça que la psychanalyse freudienne et les religions ont été inventées. Je te fais pas dire. Ah, nous pourrons en reparler à l'occasion. Avec grand C'est plaisir. encore tout. Voilà, voilà, notre plaisir partagé. Mais bien sûr, ce sont des considérations qui touchent, encore une fois, qui touchent un public très très large. Et là, nous avons une différence nette entre la réception du public de niche, qui a déjà possession de pas mal de codes, qui connaît également pas mal d'histoires, et puis la réception, là, il faut se rendre compte que j'étais bien consciente d'avoir face à moi des personnes et au-delà des gens que j'avais face à moi, des auditeurs, dont j'ignore le nombre exact, mais pour un nombre assez important sans doute d'entre eux, n'avaient que vaguement peut-être entendu parler de Richard Ramirez, Oui, ah connaissaient oui, le bien nom de sûr. Ted Mhm. Bundy,
Mais voilà, on part de ce... Donc il faut bien garder ça à l'esprit aussi, c'est cette espèce de double défi de vulgarisation mêlée en plus à des saillies humoristiques ou comiques qui peuvent être déstabilisantes aussi quand, comme moi, tu es plongé dans ton sujet et dont tu parles avec passion et disons que tu trouves les plaisanteries un peu surfaites au bout d'un moment. Enfin, pour la plupart des personnes, on a déjà tout entendu. Enfin, ce sont C'est ça, des clichés oui. Et surtout que on ce nous a sont rebattu des... les oreilles. C'est ça, et puis toi, tu sors d'une période, enfin je dis toi, comme tous les gens qui ont écrit ou qui ont produit sur des sujets très pointus, tu sors d'une période nous sortons, allons dire, d'une période de recherche assez poussée, qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, même jusqu'à 10 ans, pour sortir une somme, et il faut revenir aux bases, c'est-à-dire réexpliquer une millième, 10 millième fois ce qu'est son sujet d'étude, et essayer de le rendre attractif, alors que dans les domaines qui nous intéressent, c'est pas forcément attractif, voilà. Et c'est ça qui est aussi intéressant à voir, c'est que ça devient un exercice de haute voltige. Moi, je sais qu'au début de la chaîne, on m'avait invité de temps en temps, alors toujours sur des trucs obscurs, hein, je te rassure, pour parler de ces sujets-là, et il fallait à chaque fois revenir sur les bases et réexpliquer. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir la différence de réaction, mais encore une fois, toi, il faut rester très didactique, il faut rester professoral. Je trouve que tu as bien tenu ce rôle. C'est dans ça que je dis que ton passage a été réussi, parce que je trouve qu'on avait l'impression que tu avais déjà de la bouteille en termes d'échange radiophonique, et que tu t'attendais à ce qu'on allait te demander. Est-ce que c'était le cas ou pas? Alors, de la bouteille, absolument pas, à part ma fidèle bouteille de rhum qui est placée là à côté de moi, mais dont je te rassure, je ne biberonne pas. Non, 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 non. Ce sera pour après. Are you Non, ready, alors, kids? ce n'est pas tant l'expérience, mais c'est surtout, comme je te le disais au début de l'entretien, c'est la conscience, disons, le fait de savoir à peu près où je mettais les pieds, parce que j'avais effectivement écouté et préparé un petit peu en amont l'entretien radiophonique avec la journaliste. Et d'ailleurs, je dois dire que là encore, ça a été très correct, très professionnel, dans le sens où il n'y a pas eu de piège, si tu veux, hein, ça aurait pu être le cas aussi. Il y a eu des questions, effectivement. Alors, il y a eu une chose, tu parlais tout à l'heure d'une sorte de consensus peut-être plus ou moins explicite à l'œuvre sur France Inter et sur d'autres grands médias, hein, on ne va pas se le cacher. Et ce consensus peut-être a affleuré dans une question que j'ai trouvée étrange, qu'on m'a soumise au début, et puis qui finalement, que j'ai demandé à ce qu'on retire, parce que c'était le choix de mots qui au final ne m'a pas convenu. On distingue peut-être un effet de ce consensus dans cette question, je te laisse en juger. C'était sur une question de prévention. C'était en somme, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Alors, comme si, d'entrée de jeu, l'hybristophilie est présentée comme une dérive, quelque chose de dangereux, un peu comme une radicalisation. Et si tu veux, c'est ce choix de terme qui m'a fait un peu tiquer. Après avoir dit oui dans un premier temps, voilà, je suis un petit peu revenue en arrière. Je me suis un petit peu, comment dire, j'ai simplement expliqué que précisément c'était ce que mon livre avait cherché à éviter. À éviter, ouais, c'est de ça. présenter d'emblée l'hybristophilie, voilà, comme un phénomène négatif, étant donné que c'est déjà tellement stigmatisé. Et là, je pensais au traitement médiatique antérieur que j'ai pu décortiquer dans mon bouquin, dans le chapitre 4, mais également dans d'autres chapitres. Je pensais à toutes ces émissions qui donnaient littéralement en pâture des femmes sans même leur donner une chance de s'expliquer sur leur histoire individuelle. Et donc, bon, j'ai trouvé que c'était un choix de terme plutôt maladroit par rapport à mon propos. Et la réaction a été absolument gracieuse, je tiens à le souligner. C'est immédiatement, j'ai eu, voilà, oui, vous avez raison, mais disons, ça donne quand même une certaine idée. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant qu'on pense à ça. Enfin, moi, c'est quelque chose qui ne me serait pas d'emblée venu à l'esprit. Je trouve aussi. Et nous saluons l'arrivée de Nico en direct, devant vos yeux ébahis. Bonsoir. Bonsoir, tu m'entends? Je t'entends fort et clair, même un peu. Est-ce que tu peux te baisser un tout petit poil? Me baisser? Ouais. Non, baisser le son. Baisser le son, oui, pas toi, non, excuse-moi,
sais pas du tout comment on fait. Est-ce que si je parle plus doucement, ça va mieux? Ouais, écoute, oui, voilà, on va faire ça. Allez. Voilà. Est-ce Ok. que tout le monde entend tout le monde, les amis? Dites-moi dans le clavardage, est-ce que vous entendez Viola et Nico et votre serviteur en mauvais état? Est-ce que vous nous entendez tous les trois à égale qualité, on va dire? Pas humaine, hein, je parle juste technique. On sait très bien qui vous préférez ce soir. Ok, parfait, 5 sur 5. Ah bah écoutez, si c'est fort et clair et fort pour tout le monde, ok, bah c'est parfait. Bon, est-ce que tu as entendu le début de nos échanges? Et d'abord, j'espère que... Je viens juste d'arriver, je suis désolé. Non mais je t'en prie, comme ça tu arrives avec l'esprit vif et la neutralité qui s'impose. On était en train de parler du passage de Viola dans l'émission Zoom Zoom Zen Ouais. sur France Inter. Et justement, bah, elle était en train de nous expliquer un peu son ressenti par rapport au contexte et puis par rapport au déroulé de l'émission aussi. Bah, tiens, brûle pour point, toi, quel a été ton ressenti et ton sentiment par rapport à cette émission? Tu l'as écouté déjà? Oui, Ok. j'ai écouté. De toute façon, c'est sur ce genre de format-là, faut pas s'attendre à des miracles, je pense. Maintenant, euh, le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on est dans une société du spectacle. Et ce sujet-là, pour ces gens-là, c'est une façon de faire un spectacle comme un autre, tu vois. Donc, et plus généralement, pour moi, ça reflète un peu l'attitude du grand public et des grands médias par rapport à tout ce qui est un peu niche, un peu underground, un peu en dehors des Nous sentiers en battus. parlions. Ouais. Et pour moi, il y a ce. Alors, quand c'est juste pour montrer des choses qui leur semblent excentriques, ben voilà, il y a toujours le côté un peu franchouillard, on rigole un peu, on se fout un peu de leur gueule, et voilà, oh, vous voyez comment ils sont bizarres, cette nouvelle mode, ce nouveau truc, ceci, cela. C'est un peu le traitement médiatique qu'il y avait Oui, c'est le par petit rapport au journal et le métal et autres. Hellfest. Ouais, voilà, exactement. Mm. Voilà, regardez comme ils sont amusants avec leurs petites bizarreries, etc. Maintenant, quand ça touche à des sujets qui tournent autour de la morale avec un grand M, on sent toujours qu'il y a une attitude un peu gênée de leur part. Ils savent vraiment pas comment aborder le truc. Alors évidemment, il faut se positionner. Il faut toujours penser que derrière eux, il y a des annonceurs. Et c'est eux qui ont le bâton. Hein, c'est eux qui leur disent quoi penser, ce qui est bien et ce qui est mal, entre guillemets. Et donc, pour aborder ces sujets-là, où effectivement, c'est assez ambigu au niveau moral, il faut d'une part désamorcer ça par la rigolade. C'est ce que font donc ces grands médias, ou évidemment stigmatiser. Alors, déjà avec le fait d'aborder le sujet par le landais, j'ai trouvé ça un peu grotesque. Mais bon, bref. C'est... Ouais. Euh, ouais. Faut savoir aussi que les parloirs conjugaux, moi j'ai vu les tout premiers parloirs conjugaux à la centrale de Poissy à la fin des années 90. Il y en a un qui se construisait à la centrale de Poissy, c'était tout nouveau pour nous. Alors, moi qui étais en fin de peine, évidemment, il était hors de question que j'y ai droit. Mais voilà, c'était quelque chose qui était très. Euh, c'était un peu un projet secret, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire ne communiquait, elle ne voulait surtout pas communiquer dessus au niveau médiatique parce que justement, à cause de ce que le grand public pourrait émettre comme réserve par rapport à ça. Hein. On ne veut pas que les prisonniers aient ce genre de droit. Encore moins si c'est des tueurs en série et encore moins une crapule comme le Landais. Donc, c'est assez marrant qu'ils abordent le sujet par l'entremise
de ce type de criminel-là. Moi, j'ai trouvé l'intervention de Viola très, très bien, très posée, etc. Comme Maintenant, d'habitude. les micro-trottoirs à la con, t'as des gens qui, Mais de toute façon, soi-disant pseudo-avocats. le micro-trottoir, c'est le concert de l'information du 20e et Ah encore oui, plus du oui, 21e siècle. Bah, déjà, ça coûte rien, on paye pas les gens. Et puis, bah, ça permet d'avoir toutes les opinions, c'est-à-dire d'en avoir aucune, quoi. C'est ça qui est fascinant là-dedans. C'est que tu peux écouter 1 heure de micro-trottoir, bah, c'est à ouais, peu près la même chose que de regarder le ciel. Et encore, je trouve que c'est plus inspirant de regarder le ciel pendant 1 heure, tu vois. exactement. Il y a un truc qui m'a fait marrer aussi dans ce micro-trottoir. Au moment, il présente une fille qui est soi-disant avocate ou tu vois, et qui se positionne pro peine de mort, quoi. J'ai trouvé ça, mais à crever de rire, quoi, tu vois. Généralement, quand tu es dans la magistrature, tu tiens pas ce genre de discours, ou alors t'es vite. Et tu vois, déjà rien que ça, rien que ce délire-là, ça m'a fait assez marrer. Oui, ben ça, Présenter le truc comme ça. Ça, c'est le Ouais. sensationnalisme. Alors, on en a un peu parlé en Euh, début de live. C'est vrai qu'il y a aussi, et tu le sais aussi bien que moi, cet aspect un peu gêné qu'il peut y avoir dans la découverte d'une activité, d'un sujet. De quelque chose d'extrême dans l'esprit des gens ou de quelque chose de très de très négatif qui peut revêtir des aspects très négatifs. Il y a cette espèce de rire gêné, j'en parlais tout à l'heure, le gars qui ricane devant un film d'horreur, etc. Et là, ouais, c'est effectivement, ça, ouais. on avait vraiment cet exercice, et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le traitement du petit journal au début du Hellfest avec les débiles bourrés qui montraient leurs fesses, bon ben c'est devenu une espèce de mème avant l'heure pour dire regardez, ben, là il y a un peu ça, si tu veux, on nous ressort le Landais et Manson. Alors à chaque fois l'âge de sa copine baisse, tu vois, chaque année il a épousé une Ouais. fille de 30, 25, 18, bientôt il va avoir épousé un bébé, je pense, à la fin de sa vie. Enfin c'est voilà, c'est faire de plus en plus de sensationnalisme là où justement il faudrait pas en faire, d'où pour moi l'intérêt supérieur de plateformes comme Twitch ou d'autres pour parler de ces sujets-là pendant des heures plutôt que d'aller sur un média mainstream, même si ça peut amener des gens à s'intéresser à ça. Après, l'autre question est, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'intéresser les gens à ces sujets-là? Tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un but que la ménagère de plus de 50 ans se définisse par rapport à l'hybristophilie, au tueur en série Exactement, ouais. japonais, ou voilà, c'est aussi ça, c'est l'exercice, c'est très compliqué. Viola, je fais encore des tunnels, je te rends la parole. Pardon, non, non, mais justement, c'est un tunnel des plus passionnants et je voulais précisément dire ça, c'est une bonne question. Et moi, simplement, je suis en tout cas contente. S'il faut absolument que la ménagère, comme tu dis, entende parler d'hybristophilie, je ne peux qu'être contente que ce soit à moi qu'on ait demandé de vulgariser Tout le à fait. sujet. Tu vois, je tenais quand même à le dire parce que Tout à fait. bon, bah, voilà, c'est-à-dire que non, je ne vais pas faire de fausse modestie. J'ai creusé le sujet. Alors évidemment, mon ouvrage n'est pas exhaustif, sinon ce serait une encyclopédie, ce Ouais, serait enfin, plusieurs volumes. il Ça serait il est possible déjà d'ailleurs. touffu, comme on dit, ça va, Voilà, il est déjà très je touffu, t'accorde donc le je ne peux droit que, d'en être au fier. contraire, voilà, je ne peux que saluer ça au moins parce que c'est un petit peu le problème pour moi principal n'est pas tant la nature du traitement qui est celui que décrit plus ou moins, que tu décris plus ou moins, Nicolas, dont tu as une grande habitude aussi vu Hum, tes propres heures et malheurs avec ce type de médias, mais Lors du je crime. dirais que voilà, voilà, je dirais que ça tient aussi justement à la nature des personnes qui sont amenées à s'exprimer et qui sont toujours les mêmes et qui sont pas forcément d'ailleurs des spécialistes ou des passionnés, mais souvent simplement des gens qui se jettent sur les sujets par opportunisme le plus crasse, ce qui est le cas systématiquement quand nous avons des affaires voilà, des affaires à scandale, quoi, des choses comme là, c'est le prétexte, c'est le Landais, mais alors ça pourrait être, comme je le disais tout à l'heure, il y avait Fourniret Olivier, il y Mm. a le petit Grégory, que sais-je, il y a toutes sortes d'affaires qui sont promptes à exciter la foule et d'ailleurs qui sont nécessairement, comme je le disais, digérées par l'organe social de la presse, mais le souci, c'est d'inviter des personnes qui ont un regard, une sorte de pensée unique, qui vont être toujours les mêmes intervenants, et parfois même quand ces intervenants sont excellents ou très intéressants, ce sont quand même toujours les mêmes.
il y a ce discours alors que nous sommes bien placés pour savoir qu'il y a des tas de personnes extrêmement érudites, autodidactes parfois, pas forcément, parfois universitaires, mais très méconnues, qui font un travail de fond sur des tas de questions. Là, je veux dire, notre sujet du soir, c'est l'hybristophilie, mais tellement de sujets. J'invite tout un chacun à regarder un petit peu, ne serait-ce que les titres présents sur Camion Noir, mais chez d'autres éditeurs aussi. Il y a des tonnes de sujets passionnants, il y a des tonnes de gens qui écrivent, qui font un gros boulot avec un regard original sur la question et qui ne sont pas, ou très très peu visibles, très peu invités. Et d'autre part, par rapport à ce que tu disais, Nicolas, quand tu parlais de nouveautés, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai eu à cœur précisément, et ça a été très bien pris, j'ai eu à cœur, dès les entretiens préparatoires, de signaler ça, hein, de dire justement, il faudra préciser que ce n'est pas un phénomène nouveau. J'avais averti que j'allais effectivement l'évoquer dès le début parce que je ne voulais pas que ce soit présenté comme tu le dis très bien, tu as eu cette intuition tout à l'heure en disant oui, ben, c'est voilà le nouveau truc à la mode. Et j'avais très peur que ce soit perçu comme tel, de par le caractère de l'émission. Donc, autant je savais très bien que ça allait partir sur l'affaire Le Landais, ça, contrairement à toi, je ne m'en offusque pas parce que c'était prévisible, c'était le sujet en rapport avec l'actualité. Et qu'est-ce que tu peux pas faire autrement, c'est un grand média, c'était obligé. Je te l'ai dit, 2 ans avant, ça aurait été Fourniret. Il fallait de toute manière un prétexte, tu vois, d'actualité. Donc ça, moi, ça ne me gêne pas spécialement, mais effectivement, je ne voulais pas que ce soit vu comme ah bah tiens, voilà, c'est le nouveau machin des millennials ou de je ne sais quelle espèce de phénomène qu'on voudrait penser générationnel. Et j'ai trouvé pour le coup que le travail en amont avait été bien fait. Le journaliste, dont maintenant le nom m'échappe, mais il avait fait une intro un petit peu en parlant de l'origine du terme aussi. Et ça, j'ai trouvé que ça avait été respecté parce que justement, je ne voulais pas de ce cliché-là parce que, pour parler crûment, ce cliché m'emmerde. C'est tout à fait faux. J'avoue que je m'attendais à pire en écoutant l'émission. Effectivement, ça sent qu'il y a eu un travail de préparation et surtout qu'ils ont lu, surtout qu'ils ont lu le livre. Tu vois, c'est ce qui n'est pas forcément donné avec eux. Hein, tu sais, et comme tu dis, j'ai un petit peu d'expérience avec eux. Des fois, ils t'invitent sans même avoir lu le truc, tu vois. Donc, j'ai l'impression que pour toi, ils ont fait un vrai travail. Ouais. Voilà, il y a eu un petit travail, en tout cas, voilà, qui n'est pas négligé, ouais. Déjà, ça, c'est appréciable de leur part. Plus globalement, on va dire, moi, ce qui, en tant qu'éditeur, on se retrouve dans une position comme ça où on est contacté par des gros médias. Évidemment, on a toujours dans l'optique de vendre du livre. Avant, c'était le cas. Comme ça qu'on vendait du livre à la grande époque de Pierre Berma et tu vois, toutes ces époques où le mot true crime n'était inconnu des Français, on va dire. Pour vendre ton bouquin, il fallait passer à l'antenne. Sinon, c'était mort. Donc, quand tu es contacté par PL, France Inter, etc., même si ça te répugne d'une certaine manière, parce que voilà, ça reste du mainstream, tu sais que tu t'adresses pas à ton public, etc., tu as dans cette optique-là, justement, quand même, de propulser ton livre au niveau des ventes. Voilà, au fil du temps, moi j'ai pris conscience que c'était pas forcément ce qui aidait à la réputation d'un livre, et pas forcément ces canaux-là qui favorisaient les ventes. Et des fois, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Pour moi, des fois, ça a été du temps de perdu. Je me souviens d'un truc que j'avais fait pour Fun Radio, je veux dire, Fun Radio, quoi. Sérieux, j'ai fait ça il y a 2 ans. La honte totale, quoi. Mais la honte pour moi. C'était une émission spéciale Halloween. Oh oui, en plus, formidable. Alors, moi, Fun Radio, je m'en souvenais de Fun Radio de l'époque, j'avais 20 ans, où c'était un des plus gros médias, tu vois. Là, je me suis rendu compte physiquement de la déchéance du truc, tu vois. C'est vraiment, j'avais en face de moi trois pauvres mecs avec une pauvre caméra, du matos de merde et zéro budget, quoi, tu vois. Et tu sens que ces médias-là
périclite, quoi. C'est la honte pour eux, tu vois. Et Je savais même pas que ça là, j'ai existait vraiment encore, tu vois. senti. Oui, non, mais c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant la déchéance de certains médias, hein. Faut le dire, hein. C'est clair, quoi. Ils ont plus de budget, ils ont les mecs qui font les émissions, c'est des gamins de 19 ans qui sortent de l'école de je sais pas quoi, et essaient de faire leur preuve, tu vois, mais on sent qu'ils partent d'un très mauvais pied, quoi. Et ils font avec que dalle, pour une audience de merde en plus, tu vois, c'est ça le pire, c'est qui écoute ces émissions, quoi, Mais euh, personne, hein, alors c'est pas beaucoup mieux, mais ouais, à l'époque où Guillaume Play, qui est un ancien mec, qui porte bien son nom de famille d'ailleurs, qui est un ancien mec de radio aussi, invité Boubourg tous les 4 matins, ça volait pas beaucoup plus haut, c'était raconte-nous des histoires dégueulasses, raconte-nous comment t'as fait ceci, c'était... je crois que... Merde. Je crois que les médias grand public, pour éviter de redire mainstream 50 fois, la seule chose qui les intéresse là-dedans, c'est ce qui les intéresse dans le fait divers, c'est-à-dire choquer le public pendant un petit moment pour pouvoir vendre des espèces de publicité. Donc, comme tu l'as dit, il faut pas aller trop loin dans les explications non plus. On va parler un ouais, peu des SK comme ça, vite fait, mais pas de Dominique Strauss-Kahn, hein, des serial killers, vite fait, parce que ça va faire me dire oh là là, oh, ils ont l'air très dangereux ces gens. Heureusement, nous, on est des gens bien, vous avez vu, hein, vous avez vu comme je suis une personne sympa, moi je suis gentil, moi. Et on va se réconcilier un peu avec soi-même, on va comment dire, se regarder autour de soi, voir qu'on est dans un cadre familier, puis hop, c'est parti, on passera à autre chose. Après, on va s'intéresser aux aspirateurs Dyson, oui, je connais la marque, et ensuite à la recette pour le soir, parce que papa il rentre tard, donc voilà. Et comme ça, on passe d'un truc à l'autre, et on évite de s'apesantir sur un sujet qui risque de vous perturber dans votre quotidien, dans vos convictions aussi personnelles, hein, parce que c'est confortable pour les gens, pour 99,9% de la population mondiale, là c'est même pas culturel, c'est confortable d'être quelqu'un de moral et de se placer dans la position de la plèbe, c'est-à-dire celui qui porte la torche, pas celui qui est poursuivi par la foule. Et là, souvent, quand on se retrouve sur un média mainstream, on se retrouve devant les torches. Donc ce qu'il faut au maximum, c'est essayer de montrer patte blanche et essayer de faire voir que on est à peu près comme eux aussi, mais on a des petits trucs. C'est ça, c'est la recherche de l'originalité et dans le sujet qu'on va traiter, alors que pour des gens comme Viola, comme toi, un peu comme moi aussi, on est sur des sujets un peu pointus quand même, qui nécessitent du recul, de l'investissement, du temps, de la lecture. C'est quelque chose qui se fait sur la longueur. Traiter d'un sujet comme l'hybristophilie, comme n'importe quel autre sujet dont on parle tous les trois et tous les auteurs que tu publies, ça nécessite autre chose que 10 minutes d'attention comme ça. Dire, ça a l'air sympa, ça, si je devenais spécial... Non, c'est ça qui est très compliqué à faire passer dans un média, alors qui plus est comme France Inter, hein, qui a tendance, même s'il a été pire, il commence à être un peu... il commence à être un peu passé lui aussi, quand on voit les audiences. Je crois qu'on fait plus sur YouTube que France Inter en général, mais... Ça devient un exercice très compliqué. Alors d'autant plus si à partir du moment où le sujet touche à quelque chose de culturel en France, qui est la mise à l'index de tout ce qui peut avoir trait au crime, si tant est que ça n'est pas quelque chose de romantique, on va dire. Quand ça a plus de 200 ans et que ça parle d'un personnage, quand c'est du Roméo et Juliette, ça passe. Quand on passe sur du Lelandais, ça passe un petit peu moins, parce qu'il y a aussi l'inconfort de l'espace-temps qui est toujours pas suffisant pour pouvoir parler de quelque chose avec... Là, tu vois, je pensais, en parlant de vulgarisation, là, j'ai eu l'image mentale de ce type du nouveau détective, j'ai oublié son nom, qui est invité depuis quelque temps sur tous les plateaux de télé, notamment sur celui de l'Antéchrist, qui est Cyril Hanouna. Pour moi, l'Antéchrist est de retour depuis un bon moment, et il a une émission qui s'appelle Touche pas à mon poste. Et le vrai, celui qui fait flipper, hein, pas l'Antéchrist sympa, non, celui qui fait flipper. et il invite toujours je sais pas s'il est rédacteur ou rédac-chef ou directeur de pub ou je sais pas quoi, du nouveau détective, un monsieur un peu replé d'un certain âge qui parle avec une vieille gueule un peu à l'ancienne. Et c'est lui notamment qui a validé, qui a
Oui, qui a validé le Major, tu sais, le Major Edward Dames, celui qui voit les morts et qui voit les criminels. Et voilà, ça c'est des choses qui font vendre et c'est des choses qui ne nécessitent même pas de contradiction. Parce que quand on t'invite toi, quand on invite Viola, comme on invite n'importe quel spécialiste, on a une espèce de contradiction qui peut venir parce que il faut tout de suite se remettre dans le cadre d'une moralisation immédiate. On va surtout pas laisser ces penchants morbides et terribles prendre le dessus. Donc on essaie d'apporter une certaine contradiction. Dans le cadre de ces invités, de ces spécialistes, comme m'a pu l'être Steph à un moment, comme l'est le mec du Nouveau Détective maintenant, on est dans la validation parce qu'on a une personne qui fait partie de l'intelligentsia des médias, qui est posée, qui est là depuis longtemps, et qui va survoler tous les sujets. Parce que quand on y repense, et je suis en train de préparer un petit truc, mais j'ai réécouté certaines vieilles émissions avec Steph, et on va l'appeler comme ça, et effectivement, il survole les sujets. C'est de l'anecdote, anecdote personnelle, anecdote imaginaire, et conclusion avec un petit peu de morale. Voilà, en cachant ces t-shirts de la concurrence, hein, je vais pas dire chez qui les acheter, et tout ça pour se draper dans une espèce de morale. Et là, on est un peu dans la même chose aujourd'hui avec cette mode du true crime. C'est pour ça que je trouve que l'exercice est extrêmement casse-gueule quand des gens passionnés comme Viola, comme toi, sont invités, parce que ils ont pas l'espace d'expression que peuvent avoir des gens comme ceux dont je viens de parler, qui eux ne font que survoler et ont déjà eu ce process de vulgarisation parce qu'ils ne connaissent pas leur sujet. Donc c'est plus facile de parler d'un sujet quand on ne le connaît pas, à des gens qui ne le connaissent pas, que de pouvoir transmettre une connaissance approfondie à des gens qui de base n'en ont rien à foutre, pour être rapide. Hein. Et encore un tunnel, désolé, je vous laisse la parole. Est-ce que justement, je te faisais part... est-ce que tu m'entends toujours? J'ai eu un petit problème de Fort et clair. Déconnexion. Non Clair. J'en profitais parce que là, je ne peux pas ne pas rebondir sur ton... Je dis beaucoup rebondir, mais voilà. C'est très joli rebondir. Rebond. C'est simplement que tu parlais d'anecdotes et tu parlais de... Voilà, appelons-le Steph, hein, je crois que tout le monde a compris de qui il s'agissait. On ne va pas reposer toute l'histoire, mais... je t'avais signalé l'existence d'une petite anecdote en rapport avec mon passage dans cette émission, et précisément, je l'attendais. Il s'agissait du moment, c'était pas exactement pendant l'émission, mais plutôt au moment où nous préparions l'émission, où il était d'ores et déjà prévu que je fasse ce passage, et j'avais discuté avec un proche ami, appelons-le Monsieur Lière. J'avais discuté avec cet ami de ce prochain passage et du fait que la journaliste m'avait demandé de quelle manière il fallait me présenter, à savoir quels étaient mes crédits, en quelque sorte, quelles sont vos qualifications, d'où parlez-vous, camarade. Voilà, c'est ce que j'allais dire, d'où parles-tu, camarade. Et donc voilà, c'est ce dont tu parlais à l'instant, tu vois, ce crédit de légitimité. Là, c'était une question, je le précise, hein, encore une fois, il n'y avait pas de sous-entendu derrière la question, c'était une simple question de journaliste radio qui fait son travail, c'est-à-dire, on vous présente en tant qu'autrice, mais est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Peut-être que, c'est une question tout à fait légitime, hein, je le précise, il n'y a pas de malveillance derrière ni rien, mais simplement un besoin de, vous êtes peut-être, je sais pas moi, prof ou psychologue ou voilà, quelque chose. Et comme je n'avais pas d'autres, je n'avais pas d'autre adjectif à ajouter que celui d'auteur, ou enfin d'autrice, comme j'ai été présentée. Je parlais de cela avec cet ami qui m'a dit de façon tout à fait opportune: ah, écoute, si ça leur pose un souci, peut-être ont-ils besoin que tu leur expliques que tu as retrouvé ton petit copain sauvagement mutilé et assassiné il y a de cela 20 ans. Alors, je précise que c'est une personne qui n'est pas spécialement amatrice de true crime ni de drama dans ce genre-là, mais la débandade, la déconfiture magistrale de notre Steph national a été quand même perçue au-delà des sphères. Ouais, je crois que ça a poussé ça a abattu le quatrième mur. Je saisis
mon ami, j'ai trouvé son intervention particulièrement judicieuse. J'ai trouvé le trait, voilà, j'ai dit c'est bien vu, effectivement, parce que finalement, dans ce trait d'humour, il manifestait exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, ça, c'était son trait d'humour, si tu veux, révéler une vérité qui est celle du il vaut mieux s'inventer un drame imaginaire, quitte à être pour le coup complètement amoral et complètement voilà, dégueulasse envers les victimes au final et tutti quanti. Mais finalement, il vaut mieux pour la presse, il vaut mieux avoir un morceau comme ça à donner plutôt que d'éventuellement de passer pour quelqu'un de tordu. Et je pense également qu'il est de la responsabilité ensuite d'un auteur, d'un artiste, d'un créateur, de savoir effectivement où il met les pieds et de connaître ses propres limites. Et ça, c'est ce que disait Nicolas plus ou moins tout à l'heure quand tu parlais, Nicolas, de ce malencontreux passage dans une émission que tu décris comme franchement bas de gamme, hein, si je peux me permettre cette expression-là. C'est au final, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, prendre un peu les devants et savoir où se situent tes limites. C'est-à-dire, moi, j'ai bien conscience qu'on passe vite d'une émission de vulgarisation à une sorte de foire aux monstres. Et si tu veux, ma position est un peu particulière parce qu'elle est à la fois, je pense, elle apporte quelque chose de réellement intéressant, puisque je ne parle pas... Des livres sur le sujet, il en existe peu, mais il en existe. Mais à chaque fois, ils ont été écrits par des personnes très extérieures au sujet, excepté le cas de l'exceptionnelle Sandra London, mais ça, on en reparlera peut-être parce que ça mériterait même une émission. Oui, mais c'était prévu. Le tournant se situe là, c'est-à-dire que moi, j'ai bien conscience de ma limite, et ma limite, elle se situe exactement dans l'ambiguïté de ma position, c'est-à-dire si c'est pour faire un truc... tu vois, le voyeurisme se déchaîne davantage quand il s'agit d'une femme, par exemple, qui est impliquée dans une histoire avec un prisonnier et à qui on demande de témoigner. Dans ce genre d'émission, on est beaucoup plus rapidement dans le dérapage. Quand tu es invité en tant qu'auteur, déjà, bon, ça donne une première distance, tu viens parler d'un sujet, on ne va pas forcément te demander des choses personnelles sur ton propre rapport à ce phénomène. Si tu as noté, ça s'est fait à la toute fin de l'émission, où j'ai quand même mentionné que, voilà, moi-même, je n'étais pas complètement hors de mon sujet, mais ça ne s'apesantissait pas vraiment sur cette partie-là. C'était, comme on l'a dit, une émission essentiellement destinée à vulgariser le terme, mais j'avoue que ça aurait pu être différent. Et là, c'est ma limite personnelle. C'est-à-dire que si, je ne sais pas si c'était... je n'ai même pas de titre d'émission en France, parce que je n'ai plus la télé depuis bien longtemps, mais une émission racoleuse qui finalement voudrait s'apesantir sur, je sais pas, avec des questions, mais vous-même, est-ce que vous avez fantasmé sur tel criminel et qu'est-ce qui vous a excité là-dedans? Et est-ce que, tu vois, ça, c'est le genre de choses vers lesquelles on peut très vite aller. Et là, de ce genre de questions à une pure foire aux monstres, il n'y a qu'un pas vite franchi. Et voilà, c'est important d'en être conscient quand tu abordes des sujets qui sont de cette nature. Oui, il y aura toute une part du public qui sera à l'affût pour te proposer ce genre de choses. Maintenant, est-ce que tu rentres dans le jeu ou non? Bon, ça appartient à chacun de le faire en toute conscience de soi. Moi, je son âme et conscience, des médias par lassitude, à force d'être sollicité pour des merdes de ce genre-là, je peux le concevoir. C'est souvent pour ça, malheureusement. Je te retends la perche, Nico. Non, je prenais la perche juste pour mentionner la prochaine sortie Camion Noir. J'ai eu un petit teaser, mais je ne sais rien. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il encore d'exceptionnel aux éditions Camion Noir? Il y a en description. Le sujet, donc voilà, je te donne l'exclusivité mondiale de la sortie du prochain Camion Noir, qui risque de faire beaucoup parler de lui. Donc c'est mon nouveau livre qui s'intitule Ali Boubour et les 77 serial killers. Ah là là là. Voilà, ça sort en juin. Voilà. Je n'en dis pas plus. Écoute, on va peut-être prendre rendez-vous tout de suite avec ma secrétaire, comme ça on pourra en parler en direct. On invitera Guillaume Play aussi, je suis sûr qu'il aura des trucs à dire. C'est très sérieux, c'est un livre qui a été entre guillemets approuvé, c'est-à-dire je leur ai soumis la lecture
de l'ouvrage et ils m'ont dit qu'ils étaient tout à fait raccord avec ce qu'il y avait écrit dedans. Je l'ai donc soumis au quatrième œil, corporation. Voilà. Et c'est un livre qui retrace cette rocambolesque aventure qui s'est passée il y a 2 ans, à peu près 2 ans maintenant. Ah ouais, là, oui, bien 3 ans. Hein, 3 ans. Qui a eu maints rebondissements et qui continue à en avoir. Et donc, la sortie du livre aura lieu c'est une exclusivité. Ah, bah écoute, je te remercie. Eh ben, écoutez, notez ça sur vos tablettes, hein, comme disait Philippe Bouvard. On en reparlera avec grand plaisir. Il me tarde de le lire, tiens, parce que ah là là, si vous saviez tout ce que j'en ai, vraiment. Ouais, mais merci beaucoup pour l'exclu. J'espère que ça va avoir du retentissement autant qu'avait pu en avoir l'enquête de Quatrième œil à l'époque qui m'avait ravi. Et mais bon, oui, on refera. On en a jamais vraiment parlé ouvertement. À chaque fois, on fait des petites anecdotes et des petites allusions coquinettes là. Mais on refera une émission spéciale pour la sortie du livre et ça nous permettra du coup de nous étaler un peu sur le sujet. Et ça, c'est un peu comme quand il y a plus de beurre, on va devoir bien étaler. Quand même. Chouette. Et oui, la Folle Musée, on va voilà, faire ça très vite. C'est intéressant qu'on en ait. Je le mentionne pas seulement pour faire une ville promo de mon ouvrage, mais voilà, c'est en écho avec ce qu'a dit Viola, c'est-à-dire qu'il y a une façon de présenter les choses dans les médias généralistes qui doit être forcément vue sous l'angle de la morale, bien pensant. Et c'est pas parce que voilà, il y a des rédacteurs en chef qui sont spécialement moralistes derrière, c'est uniquement parce qu'il y a des annonceurs et des gens qui avec du pognon, qui vendent des voitures, qui vendent du café, qui vendent ceci, qui vendent cela, et ils n'ont pas forcément envie que leurs produits soit associé avec une certaine façon de présenter ces sujets-là. Donc c'est pour ça qu'il y a même problème avec YouTube. Effectivement. Et voilà, tout à fait, tu le sais très bien. Autre anecdote, ça je l'ai vu justement à propos de YouTube. J'avais fait il y a 2 ans une série de vidéos avec un YouTuber assez connu aux États-Unis qui s'appelle Jake Weber. Et les vidéos ont très bien marché, plus d'1 million de vues, etc. Ça tournait autour de la murderabilia, autour de ces sujets-là. Et Jake Weber, c'est un mec qui faisait plus ou moins pas la promotion, parce que c'est un grand mot, mais disons que c'était quelqu'un qui était passionné par la murderabilia. Il achetait des objets, il faisait des unboxings d'objets ayant trait à la murderabilia. Par exemple, il fait des unboxings spécial John Wayne Gacy, spécial Ramirez. Oui, j'avais vu ces vidéos. Il achetait vraiment des lettres d'Hammer. Il a fait une très bonne. Il a acheté les lunettes de Hammer pendant un an. Ouais. On les a récupérées pour le musée auquel je participe, là, le musée itinérant, italien, itinérant, voilà. Mais il y a 2 mois maintenant, on perçoit que il n'y a plus aucune vidéo sur son site, et maintenant c'est que des vidéos on appelle ça là, où tu bouffes plein de trucs dégueulasses. Ah oui, je vois. Oui, ça a pas je crois que ça a pas de nom, mais c'est pas plus mal. C'est pas des mukbangs. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'époque, il m'en avait proposé de faire avec lui un mukbang. Je connaissais même pas le mot. Mais je vous remercie pas. C'est généralement pas un bon signe. C'est-à-dire qu'il y a des carrières youtubeurs qui ont bien décliné avec ça. Je pense à Nico Avocado, des choses comme ça. Généralement oui, d'accord. Okay. Voilà. C'est pour te dire, ça m'a un peu interpellé. Et puis je commence à recevoir des messages, comment ça se fait qu'il n'y a plus les vidéos, etc. C'était pas seulement les vidéos qu'on a tournées ensemble, mais aussi toutes les vidéos qui avaient trait à la murderabilia. Il a basiquement gardé que des trucs un peu paranormaux, genre je visite le Cecil Hotel, etc.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'il a vu il a 3 millions d'abonnés, il a reçu un gros coup de bâton de la part de YouTube et des Bah oui, annonceurs derrière pour lui dire, écoute garçon, maintenant tu commences à avoir énormément de, de poids et on n'est plus trop d'accord avec le contenu de tes trucs, donc tu les jartes. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc ça ne fait que voilà prouver euh, plus ou moins ce discours qui est toujours sous-jacent avec ces grosses plateformes, c'est que il y a une façon de raconter les choses et si tu en dévies, et bah on te cancel. Voilà, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser, mais c'est le mot à la mode, donc c'est ce qui se passe. Ah oui, mais je suis entièrement Est-ce d'accord que avec toi, mais Viola, vas-y. Pardon, c'est juste Non, une je t'en prie. question, Nico, parce que j'avais vu ces vidéos et bon, d'une part, Jake avait l'air de bien assumer quand même. C'était un Je fait les ai vus assez aussi. connu. Ouais. Je sais que ça portait un peu, que ça faisait un petit peu polémique parmi ses abonnés, mais une tempête dans un verre d'eau, je dirais. Il y avait quelques-uns qui s'interrogeaient sur ça, et puis il avait l'air de très Ouais, très bien assumer, notamment quand il était allé faire l'emplette des fameuses lunettes. Je veux dire, il avait déjà une audience qui était importante, donc il ne s'en cachait pas. Et donc ce que tu dis là, c'est que les vidéos ne sont plus visibles sur sa chaîne, c'est ça? oui, ils Il ont a tous été contraint de retiré. les retirer? Ouais, oui, il a été contraint carrément de les retirer. Ouais. Ok. Parce qu'il fait des Tu as vidéos pu, avec est-ce que des tu as gens. communiqué avec, tu as eu un entretien où tu as pu communiquer depuis avec lui pour en parler ou pas du tout? Non, j'en ai pas parlé avec lui encore. Je vais en parler bientôt avec lui parce que je continue à. Ouais, il m'a pas bloqué, il m'a pas. Tu vois, ouais, Mhm. on continue à avoir un dialogue, on a discuté sur d'autres trucs. Et c'est vrai que c'est un sujet que je vais aborder avec lui bientôt parce que ça m'étonne quand même qu'il s'auto-censure à ce point ou alors qu'il soit fait censurer. C'est assez intriguant. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement le processus qu'il y a derrière. Est-ce que on lui a dit de le faire, on lui a suggéré de le faire? Est-ce que Alors après, c'est son entourage? il y a des suggestions un peu appuyées. Moi, je peux parler de quelques expériences que j'ai pu avoir avec des gros annonceurs, hein, notamment ceux des annonceurs voilà, des gens qui vendent des VPN, des produits, des chaînes payantes, des trucs comme ça qui ont pu sponsoriser ma chaîne et qui ont un droit de regard sur tes contenus, c'est-à-dire que quand tu fais ta sponsor ou que tu vas avoir soit une sponsor en lien affilié, soit un clip de sponsorisation, il faut leur envoyer déjà le clip pour approbation, bon ça après c'est normal, et ensuite le contenu de ce que tu vas faire. Et effectivement, comme tu le disais, il y a certains annonceurs qui souhaitent pas être associés à certains types de contenus. Tu peux te permettre, notamment avec SudVPN, hein, pour citer la concurrence, de dire plein de bêtises pendant le clip, si c'est rigolo, un peu décalé, tout ça. Par contre, si tu fais si tu fais un petit clip de promo bien léché, mais qu'après tu parles, par exemple si j'avais fait une promo Nanana VPN sur notre vidéo sur Sagawa, il m'aurait dit ah ben non écoute mon petit gars ça va pas être possible, nous on sponsorise pas des trucs pareils parce que ça correspond pas à, tu sais l'image de la marque etc, parce que c'est vrai que c'est De la marque, voilà, eh ben valeur de la marque. les valeurs de la marque, etc. Moi, j'ai eu la même chose hein, avec des gentils anonymes bien intentionnés, notamment Sleeping Giant et compagnie, qui ont contacté mes sponsors à un moment ou mes partenaires pour leur dire ouais, ce mec-là, il est pas très sain parce que il connaît, tu sais, le fameux déshonneur par assaut, tu le connais aussi bien que moi. Hein. Et donc Bien ça, sûr. ça aussi, ça joue beaucoup. Alors si ça se trouve, il a tout simplement eu un coup de pression de ces gros annonceurs parce qu'il vit quand même, il a des revenus publicitaires importants avec sa chaîne et Oui, je pense que c'est la raison qui a parlé aussi parce que c'est vrai que parfois t'es oui. obligé de faire un nœud à ton mouchoir et puis de te dire t'avales quelques chapeaux, deux trois Je couleuvres lui et en veux absolument pas. Tu sais, c'est pour ça que j'aimerais lui en parler posément. C'est-à-dire, on a eu plein de conversations quand il était à Paris. C'est vraiment un gars posé pour le coup. Et je comprends que voilà, il a une carrière à gérer et qu'il veut garder cette carrière et les revenus qui vont avec, ça c'est normal. Mais ce qui m'intéresse vraiment, justement, c'est de savoir déjà comment il a tenu aussi longtemps. Ça c'est assez intriguant. Il était à l'époque de la série Dahmer, il était déjà à plus de 2 millions d'abonnés, un truc comme ça. ouais. Donc
Ça veut dire que YouTube le laissait faire, alors qu'il y avait quand même, voilà, il baladait avec les lunettes de Dahmer sur le nez, tu vois. Donc, euh, est-ce que il laissait faire parce qu'ils n'étaient pas trop regardants, ou alors est-ce qu'il y a eu trop de plaintes? C'est le processus qui m'intéresse en fait, c'est Oui, et le puis processus qu'il y a derrière. il y a peut-être eu des signalements aussi. Il faut pas oublier que bah, YouTube, c'est une plateforme horizontale quand même, où tout le temps chacun peut faire un signalement parce qu'il n'a pas aimé le contenu, parce qu'il trouve que c'est immoral, machin. Regarde, les religieux de tout poil, ils font systématiquement des signalements sur des vidéos qui parlent d'athéisme, de machin. Moi, je sais que j'ai des signalements de masse à chaque fois. Je vais faire un live sur le satanisme, sur l'athéisme, que je vais inviter tel ou tel invité. Allez, blam, c'est parti, mon kiki. J'en avais eu pour la vidéo sur la mort de Rabilia, j'en ai eu pour les vidéos sur Sagawa, j'en aurai d'autres certainement, parce que tout un chacun peut faire des signalements. Donc si ça se trouve, et puis il faut pas oublier qu'au bout de au troisième strike, ta chaîne saute définitivement. C'est-à-dire que tu ne peux plus Ah ouvrir de oui, c'est chaîne ça, en YouTube. fait. Voilà. Alors quand tu as une Ouais. entreprise qui repose sur, ou que tu as plusieurs employés, etc. Imagine aujourd'hui MrBeast, il fait un truc sur la mordorabilia, il perd ses 500 milliards d'abonnés. Je pense que Sûr. voilà, voilà, il y a aussi ça, il faut prendre ça en ligne. C'est pour ça que c'est très compliqué d'être dépendant de ce système, et que même le Ouais. sponsoring privé, ça résout pas tout, parce que même si tu trouves un partenaire qui est vachement open, moi à un moment j'étais en partenariat avec la chaîne The Pit, tu sais, c'est une chaîne métal et tout, et même là il y a quand même des choses qu'il faut pas faire, qu'il faut pas dire, etc. On est toujours un peu sur le fil du rasoir, donc je pense que ça peut venir aussi de ça. Enfin bon, c'est... Pour revenir au sujet de la libristophilie, on Oui, touche quand revenons-y. même à un truc qui dérange énormément. Et c'est vrai que j'ai du mal personnellement à voir comment le sujet peut être abordé par des gros médias sans que ça soit sous l'angle de la condamnation morale. Euh, Ça me paraît extrêmement difficile. C'est vrai que un sujet comme ça, tu ne peux être que en face de l'incompréhension. Tu vois, les gens, enfin, les gens, bref, les, Je dirais, si je peux réagir à Bien ce sûr. ouais, propos, Nicolas, c'est une chose qui m'avait particulièrement interpellée dans un documentaire, pour le coup, réalisé par l'actrice, réalisatrice Clémentine Célarié, dont je Hum. parle dans mon bouquin. Il se trouve qu'il y a une manière finalement de contourner cet écueil très réel que tu évoques à l'instant, mais c'est la manière dont elle présente, c'est de présenter l'amour en prison. Donc c'est plutôt sous un jour, si tu veux, presque parfois héroïque. En tout cas, c'était le cas hum, pour plusieurs de ces histoires. Elles sont présentées un peu sous l'angle de, tu sais, la mère courage qui se bat contre l'injustice, qui n'est au final qu'un énième cliché sur l'hybristophilie, Hum. que je m'applique aussi à analyser dans mon bouquin, mais qui n'est pas représentatif du tout de l'ensemble des personnes attirées par les criminels. Et surtout, le terme hybristophilie, en tout cas dans ce documentaire précis, n'est jamais prononcé. On ne Mais parle pas de ça. Voilà. Il faut le montrer, mais d'une autre manière. Et à ce moment-là, pour que ce soit acceptable, il faut qu'il y ait effectivement souvent une conviction d'innocence, quelque chose, ou alors que ce soit présenté d'une manière à montrer que la personne est une pauvre femme. Je pense notamment à la première personne qui est une fan de Richard Ramirez et qui est on va dire, un exemple. Alors là, dans mon bouquin, je cite ton livre Legion of the Night Stalker, hein, sorti chez Serial Pleasures, auquel j'ai d'ailleurs eu l'honneur de participer par un dessin et qui, pour moi, est extrêmement représentatif, en tout cas parce qu'il donne la parole à plusieurs passionnés de Richard Ramirez, en l'occurrence. Mais alors, ça va de la fan telle qu'on se la représente, la jeune femme fascinée par lui, d'abord par son physique et par son charisme, mais jusqu'au collectionneur un petit peu désillusionné. Tu donnes la parole vraiment à des gens très différents les uns des autres et qui tous ont
un regard, j'ai trouvé extrêmement lucide, parfois vraiment très très intéressant sur leur propre passion, donc des gens capables d'auto-analyse, de recul également sur leur intérêt, avec des témoignages que j'ai trouvé vraiment vraiment hors du commun pour certains. Ouais, je suis Et d'accord. ce type de personne, bizarrement, n'a pas été du tout privilégié. C'est-à-dire que la fan qu'on retrouve dans le documentaire, donc sur l'amour en prison, cette fan de Richard Ramirez, n'est assurément pas comment dit-on, le couteau le plus affûté du tiroir, si on me passe Ah oui, cette bonne l'expression. expression, tout à fait, oui. Oh, Je oui, suis d'accord. Mais c'est si tu souvent veux, ceux qu'on je pense. invite, hein. Bah, disons qu'il faut présenter, j'ai cette impression en tout cas que pour contourner l'écueil que Nicolas évoquait, tu vois, ce biais moral, il faut soit présenter donc ces femmes comme je le disais, des héroïnes qui se battent pour la libération de leurs conjoints condamnés ou bien voilà, qui ont cette conviction d'innocence qui parfois est tout à fait réelle, ou alors des pauvres filles, quoi. La caricature de la femme, on va dire, Ouais, la femme affligée de perdue, c'est ça. traumatisme, ou alors voilà, dont on peut soupçonner qu'elle a un passé particulièrement difficile, dont on voit même si tu veux, dans la gestuelle, dans la façon de parler, que bon, très probablement, il y a un passif derrière, un truc un peu lourd, peut-être, voilà, des difficultés cognitives, quelque chose, mais C'est voilà, c'est ça. la façon, il n'y a pas d'autre, voilà, il n'y a pas Mais il y a vraiment aussi d'autre. cette suspicion d'être dans une ascension de la provocation. Moi, je me souviens de cet épisode où, avec Béatrice Dalle, je sais pas si ça va vous parler, Oui, oui, qui avait été sujette aussi à la vindicte populaire quand elle s'était coquinée avec, alors je sais plus quel repris de justice lambda, et qu'elle en parlait ouais, un. c'était avec Naël Méziani, quelque chose comme ça. En tout cas, oui, Oui, un détenu de la prison de oui, c'est et ça, un c'était tueur. un braqueur ou je sais plus quoi, enfin bon, un bandit quoi, C'est ça, c'était, ouais. et un droit commun, on va Un dire. pointeur. Ouais, oui, ok, d'accord, oui, en plus, bon, parce que ce qui Si, 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 engage. non, il y a eu une affaire de pointe, je m'en souviens très bien. C'était, pour ceux qui ne savent pas, la pointe, c'est agression sexuelle. Hmm. Euh, c'est comme ça qu'on les appelle en prison. Et effectivement, le positionnement moral, c'était aussi de dire, voilà, le mec, c'est quand même un mec connu pour des agressions sexuelles. Et elle semblait, tu vois, ne pas trop s'attarder dessus. Et c'est ça aussi qui avait choqué, je me souviens, à l'époque. Le fait qu'il y avait Bien sûr. ce truc-là derrière aussi. Oui, c'était pas un bandit au Donc, grand soit elle cœur, était quoi. dans le déni, ouais, bon, tu sais, moi, je vais te dire la triste réalité des prisons françaises. Les bandits d'honneur, ça n'existe plus, hein. Depuis les années 70-80, la plupart des mecs que j'ai rencontrés qui avaient été condamnés ou qui étaient de la prison euh, pour des braquages ou des trucs comme ça, dans leur cursus criminel, souvent, il y avait des agressions sexuelles, des trucs pas cool du tout. Donc, bon, ça, c'est un autre débat. Effectivement, ce mec-là, avec ces casseroles-là, et ça avait interpellé pas mal de gens à l'époque. Et je me souviens que Béatrice Dalle n'aimait pas trop s'attarder sur ce côté-là de cette histoire. Ah oui, mais j'y repensé parce que je l'ai vu là, il y a pas très longtemps. Bon, elle vieillit mal, autant à l'intérieur surtout à l'intérieur d'ailleurs. Et elle Ouais. raconte beaucoup de bêtises, elle renie pas mal de choses aussi de son passé. Bon, après, elle est à l'âge où on commence à oublier des trucs, mais je pense que ça avait été aussi une petite approche du grand public sur ce que pouvait être Ouais. l'hybristophilie sans en connaître le terme. Et effectivement, il y avait eu déjà à l'époque des débats sur l'attraction pour les criminels, tout ça, et comment dire, ça m'avait ramené à des lectures plus anciennes où justement, ça m'a fait plaisir aussi de les retrouver dans le préambule de Viola dans son livre, des choses qui auraient dû être abordées par les médias qui l'ont jamais été et qui auraient peut-être pu rendre la chose plus compréhensible. Et tu vois, dans le clavardage, je vois que Sorcière me demande si l'hybristophilie c'est une maladie mentale. C'est beaucoup plus complexe que ça, et rien que le fait de répondre, déjà, ce serait donner une définition. Et c'est... Mais Viola, si tu veux répondre à Sorcière, je te laisse le répondre tout à fait volontiers. Mais écoute, je vais répondre de la manière. Qu'est-ce Ah que, oui, qu'est-ce c'est que tu toi. disais avant, Nicolas? La ville promotion, là, je crois qu'on me tend la perche. Il faut lire Vas-y, mon allez, livre, hop, il faut je, lire mon je, livre. je Exactement. reprends la perche, je laisse...
Non, mais c'est parce que c'est effectivement une question intéressante et d'ailleurs, c'est une question qui est apparue, très, très rapidement, dans l'émission de France Inter puisque immédiatement on a soulevé la question de la paraphilie. Le terme Ouais, ce que paraphilie j'allais est dire. apparu très rapidement. Voilà, puisque techniquement parlant, si j'ose dire, le terme d'hybristophilie était un terme pour définir une paraphilie. Une Elle est dans paraphilie, le qu'est-ce que catalogue, c'est? ouais. Voilà, elle est alors le concept de paraphilie évidemment est présent dans le DSM, l'espèce de bible qui répertorie les troubles mentaux, mais dont là encore, il y a quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes parce que même si c'est un ouvrage qui fait autorité dans plusieurs sphères, dont la sphère de la psychiatrie, ce qui est quand même une responsabilité très lourde pour un manuel qui comporte des biais, encore une fois, des biais liés à la culture états-unienne notamment dont il provient, parce qu'il faut savoir que c'est l'American Psychiatric Association qui rédige ce manuel, qui le réédite, on en est au 5e maintenant, il me semble, hein, c'est le manuel, le DSM-5, mais qui n'est pas non plus on va dire, une autorité suprême et transcendante. C'est quand même un manuel dans lequel, si je ne me trompe pas, l'homosexualité était présentée comme un trouble mental jusqu'à sa 3e édition, ou voire sa 4e. Je ne veux pas me tromper, donc je ne vais pas affirmer de choses, mais enfin, on peut, en considérant ce fait, se rendre compte de la subjectivité du truc. Donc déjà, partant de là, qu'est-ce qu'une maladie mentale? Beaucoup de choses ont été considérées comme des maladies mentales, et puis maintenant on a un tout autre regard évidemment, et on redéfinit ces choses-là. Pour moi, l'hybristophilie, la réduire à un trouble mental, effectivement, ben c'est ça, c'est le problème. C'est la réduire à quelque chose, bah, c'est se priver finalement d'une grande partie Tout de la à fait. compréhension du phénomène et vouloir à nouveau, comme je le disais, céder à cette tentation compréhensible, mais ce piège aussi de vouloir donner une réponse définitive, de vouloir absolument donner mettre un point final à quelque chose qui ne cesse de poser question parce qu'on ne le comprend pas, parce que ça suscite un scandale, parce qu'en même temps ça ameute les foules, ça intéresse les masses, et donc on veut le ranger quelque part. C'est C'est ça, une mais tendance c'est ce que je très répète humaine. systématiquement dans mes productions, c'est que le plus important, c'est pas forcément la réponse, c'est justement la question et savoir poser les questions. Et est-ce que c'est vraiment Je vais, nécessaire je vais de le même, définir? je vais même aller plus loin. Est-ce que le fait de s'intéresser à des faits divers, de regarder des faits divers, de regarder des documentaires sur les faits divers, est-ce que c'est le signe évident d'une maladie mentale? C'est ça. C'est ça. C'est très difficile en plus la frontière, comme vous l'avez dit tous les deux et comme on le répète assez souvent, la frontière est tellement mince, tu vois. Euh, petit aparté, je suis en train, bah tu le sais, je suis en train de traduire le livre d'un tueur, alors pas en série parce qu'il s'est arrêté à 2, mais enfin d'un tueur, un enfant tueur d'enfants. Là j'en suis à la moitié, rassure-toi, ça arrive, c'est long, mais il est lui-même en tant qu'enfant amoureux de tueurs en série. Le Zodiac, par exemple, pour lui, c'est pas un modèle. C'est vraiment une icône, c'est presque un objet de désir, un objet d'attirance. Et au-delà même de l'attirance pour un modèle défini, donc là le Zodiac en l'occurrence, il y a sa propre définition de la mort, de l'attrait, de l'envie de donner la mort, de son attraction vraiment physique pour tout ce qui et du domaine de la souffrance et de la mort, il y a ce besoin et ce ressenti de s'associer à tout ce qui peut être de la négativité pour le commun des mortels. Voilà. Là, je pense qu'on est plus dans un process de paraphilie et de maladie mentale. Là où, lorsqu'il y a juste une attraction pour tel ou tel... Moi, par exemple, qui m'intéresse pour mon travail en général à tous ces individus, je n'ai pas d'affection particulière ni d'attirance particulière pour l'ensemble de leur œuvre. Par contre, j'avoue être fortement intéressé par exemple, Sagawa, pour moi, c'est quelqu'un qui est intéressant, qui est brillant, qui est tellement complexe qu'il a éveillé en moi une curiosité qui va bien au-delà de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il était. Est-ce qu'on est dans le domaine de l'hybristophilie, de l'intérêt universitaire, voilà, après chacun s'approprie la réponse en fonction de sa morale ou de son intérêt personnel. Bon. C'est ça, et si je peux ajouter aussi l'intérêt super, enfin pour moi en tout cas, l'intérêt qui a dépassé même l'intérêt pour les individus, ça a été
d'essayer de voir ce que ça pouvait dire de moi aussi, tout simplement. C'est ça. Parce que c'est très intéressant, au-delà du questionnement éthique qui ne m'a pas épargné, c'est très intéressant de se découvrir une forme d'attraction, qu'elle soit purement culturelle, qu'elle soit de l'ordre de la fascination, parfois de l'identification. Ça, c'est quelque chose qui est également très bien assumé par les personnes auxquelles Nicolas a donné la parole dans son livre Legends of the Night Stalker. Ce sont des personnes qui attestent que parfois elles ont eu à certaines périodes de leur vie, une véritable identification pour des figures extrêmement violentes. Et je trouve ça passionnant, cette découverte de soi aussi, de qu'est-ce que ça peut bien foutrement vouloir dire de moi. Et c'est quelque chose qui, au final, m'a emmené sur des terrains, je dirais, presque plus intéressants, souvent plus intéressants que les personnalités ou les parcours des tueurs eux-mêmes, qui sont, on va dire, une fois que tu as passé le cap de la fascination pour leurs actes ou pour leur psychologie, il y a aussi un côté très barbant, je dirais, chez certains d'entre eux, même chez Bien beaucoup sûr, hein. d'entre eux. Oui, complètement. Ce ne sont pas des personnes qui sont extrêmement passionnantes en elles-mêmes. Par contre, l'intérêt public, le reflet de cet intérêt public dans ma propre fascination, ça m'a interpellée, ça me passionne, et je souhaite pouvoir me poser les questions, même les questions qui dérangent, par but de connaissance de moi et par là de compréhension du monde qui m'entoure, parce que c'est une réalité, cet intérêt existe, on le trouve partout, on le voit partout à différents degrés, et je trouverais regrettable que ces questions morales, sans vouloir les éliminer, parce que pour moi elles sont légitimes, elles ont affleuré à ma propre conscience pendant que j'écrivais ce livre, mais on peut les prendre en compte tout en n'en faisant pas des obstacles infranchissables. On peut les prendre en compte sans que ça ne soit un muselage de la parole et de la réflexion, tu vois. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas besoin y a pas besoin de se définir non plus. Vas-y, Nico. Je me suis posé souvent la question, mais de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire en tant que criminel et qui a passé... j'allais te poser la question dans 3 minutes, donc t'as anticipé, allez vas-y, je te laisse l'antenne. Voilà. De l'autre côté du miroir, moi je vois les choses, l'intérêt des gens, du public en général pour ces choses-là. C'est assez fascinant pour moi en fait. C'est autant fascinant que ça peut l'être pour eux. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand je fais mes apparitions, quand je fais mes signatures, l'expo itinérante Serial Killer Exhibition. En ce moment, elle vient d'arriver à Venise. Là, aujourd'hui, elle vient d'ouvrir à Venise. Et quand je fais un tour là-bas, je prends ça comme une d'expérience sociale. C'est-à-dire, j'ai cette position un peu unique où je fais partie de l'exposition. Il y a toute une partie, il y a une pièce avec mes tableaux, avec les trucs que j'ai faits, avec mon histoire. Et à la fin du parcours, les gens se trouvent face à face à moi. C'est drôle. Et bon, il y en a certains qui évitent à tout prix de croiser mon regard et ils fuient. Et je trouve ça tout à fait sain et normal. Et il y en a d'autres qui viennent spontanément. Et c'est là que c'est fascinant parce que j'ai tout un panel devant moi de gens qui me posent des dizaines de questions complètement différentes. Oui, tiens, c'est ça. Et c'est juste facile. Pour moi, c'est fascinant. Et je suppose que pour une caméra de télévision, ça serait fascinant aussi parce que c'est vraiment étrange. Maintenant, pour revenir à la libristophilie, c'est vrai que j'ai remarqué là-bas que, admettons, sur 1000 visiteurs par jour à peu près, on va dire il y a à peu près 700 femmes. C'est à peu près le pourcentage, on va dire les 2 tiers, tu vois. Les 2 tiers. Sur ces 2 tiers, il y a plus des 2 tiers qui ont entre 20 et 30 ans et qui clairement, et c'est mon ressenti, mais je pense que voilà, c'est plus que du ressenti, qui achètent des cartes postales à l'effigie de Ramirez, Ted Bundy, tu vois, c'est pas innocent. Ils achètent des posters, qui se prennent en selfie à côté des lunettes de Dahmer.
Et quand elles te parlent, tu te rends compte que et elles savent que tu fais partie du circuit, donc la parole elle est libérée en quelque sorte, Ouais, donc c'est elles ça. n'ont pas honte d'admettre que voilà, elles ressentent certaines choses par rapport à certains tueurs. Et c'est assez fascinant de voir ça, hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courant que je ne pensais. Et faudrait que j'écrive un livre dessus. Et puis Sophie, peut-être avec Viola, je sais pas, parce que Oui, un livre c'est à quatre vraiment. mains. Et, je me disais en plus, moi, avec mon œil d'affreux, que ça ferait des vidéos passionnantes en caméra cachée ou pas d'ailleurs, aller faire la Ah oui, sortie. ah non, mais c'est clair, Ça, c'est ça hallucinant, les réactions. j'avoue que ça Ah ouais, m'emballe ouais. plus que de raison. Et moi, ça me fascine parce que je suis de l'autre côté, je vois ça en spectateur, et c'est des gens d'apparence tout à fait normale. C'est ça qui est dingue. Tu vois, tu pourrais croire que c'est un public Oui, un des peu gens comme toi et moi, quoi. tattoo, goth, métal, etc. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est généralement Nico, des jeunes, ouais, c'est des jeunes gens si je normaux, entre guillemets, quoi, tu vois. C'est enfin, je sais pas, ce qu'on appellerait des normies, tu vois. C'est ça. Justement, Et, Nicolas, ouais. attends, j'ai juste une petite question comme ça, vite fait. Est-ce que tu as mesuré la proportion de l'effet Netflix parmi toutes ces personnes, justement? Tu penses que Ouais, ça a eu un... Ouais, bah, carrément, oui, 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 oui. ouais, ouais. Ils te parlent de ça, d'ailleurs. Ils te disent, ouais, j'ai découvert tel truc par rapport à Netflix. Euh, attends 2 secondes. J'ai un petit souci technique. Please get me my cable for the, to plug the phone Ah on bah the tiens, battery. je vais en profiter Yeah. pour jeter un petit coup d'œil sur le clavardage. Ok. Excusez-moi,